citoyens lambda, mais également de la presse, parce que les hommes de l'État ont donné énormément de surnoms, aussi bien à des hommes politiques qu'à des footballeurs, à des artistes, etc. Et il faut préciser que le surnom s'inscrit toujours dans un processus, comme je l'ai dit, de légitimation ou d'illégitimation. Cela peut arriver, ce n'est pas le cas pour Laurent Gbagbo qui nous intéresse. Il apparaît dès lors propice de se poser la question de savoir pourquoi laisse les surnoms, d'où, comment et par qui l'estime, où se situe-t-il sur le plan des statuts communicationnels et sociaux, comment et pourquoi évolue-t-il en diachronie, quels procédés morphosyntaxiques et stylistiques garantissent le succès populaire du surnom, comment se justifie leur longévité ou leur caractère éphémère, quels sont les leviers d'institutionnalisation des surnoms, c'est-à-dire qui vont leur garantir une fixation dans la conscience commune, et de quelles valeurs sociologiques les surnoms sont-ils porteurs. De même, quel sens à la fois politique et idéologique charrie les surnoms. Ces quelques questions sont autant de pistes de réflexion qui sont susceptibles de montrer le rôle de la surnomination, non seulement sur la morphosyntaxe en elle-même, mais aussi dans la détermination des identités discursives campées, aussi bien par les hommes et les femmes en vue dans une société, et c'est le cas de Laurent Gbagbo. Quelle hypothèse formulons-nous donc à partir du problème qui a été dégagé? Nous formulons l'hypothèse suivante. Les surnoms de Laurent Gbagbo, star du football national et international, sont le signe de sa célébrité et de la sympathie qu'il suscite au sein de la société. De ce fait, les personnes à l'origine de ces surnoms mobilisent des techniques stylistiques et rhétoriques à même de leur assurer une réussite pragmatique. Vient à présent la nécessité de faire un balayage théorique. Alors, en quoi est-ce que ce que nous faisons qui relève du science qu'on appelle l'onomastique, donc l'étude des noms et des surnoms, en quoi est-ce que l'onomastique rencontre des valeurs sociologiques dans le cas qui nous occupe? Alors, Bauer dit ceci: le nom à l'origine est considéré comme un élément fondamental de l'identité, articulant l'histoire collective individuelle à l'histoire singulière d'un sujet, voire à sa destinée. Et Clerget à sa suite dira: quand on ne donne pas de nom à un être humain, on ne lui donne pas le droit de mourir. Pour ainsi dire, puisqu'on ne lui a pas donné le droit de vivre, un être humain ne vit que nommé. Ogawa Ryo dira de même qu'une personne n'a rien à l'existence, n'a rien le statut d'existence de personne qui existe que relativement au nom qui lui a été conféré. Ce qui est vrai pour la nomination l'est également dans la surnomination. Il y a une fonction institutions dans l'attribution du nom dans toutes les sociétés. De même, il y a une fonction institutions dans l'attribution des surnoms dans toutes les sociétés également. Dans un tel contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que le surnom fonctionne à rebours de la nomination. La surnomination n'est pas antérieure à la naissance comme cela peut être le cas de la nomination. La surnomination n'est donc pas programmatique. Elle obéit au schéma inverse, à la mesure où il est généralement question de caricaturer un dessin hyperbolique, une qualité ou un défaut observé chez quelqu'un, donc sur le porteur du surnom. C'est donc l'existence sociale qui précède le surnom et qui occasionne le surnom. Ce n'est pas dans le cadre de la nomination, c'est le nom qui influence l'action. On dit que nous sommes influencés par le nom que nous portons, c'est valable dans toutes les sociétés. Mais pour le surnom, c'est l'existence sociale qui l'amène lui à l'existence. De ce cadre théorique-là, il faut à présent définir ce que c'est que l'épidictique. Alors, ce qu'on appelle l'épidictique dans le jargon rhétorique, c'est tous les discours de façon axiologique qui visent soit à blâmer, donc à condamner, soit à faire des éloges, à faire l'apologie de quelqu'un. Donc, ce que nous retenons ici dans le cadre de cette étude-là, c'est l'épidictique qu'on appelle l'épidictique de Longe, qui permet de mettre en valeur ce qui est utile et positif chez un individu. Et donc, chez Laurent Gbagbo, il y a des surnoms
Quelques exemples donc de surnoms avec un trait attribué à Laurent Coucou à travers leur analyse, on va dire spécifique et rhétorique. On a ainsi appelé Laurent Coucou Didier. Que signifie Didier? Didier signifie en réalité, parce qu'il s'agit de faire une arithmétique simple, un individu à 2 pieds, donc pour obtenir Didier, il faut 5 individus. Didier signifie que l'on peut multiplier par 5. C'est-à-dire qu'il faut, en tant que joueur, il faut en tant qu'individu, 5 personnes. Et donc, ce procédé-là s'appelle une hyperbole numérique et compétentielle. Hyperbole numérique dans la mesure où ces pieds ont été multipliés, donc sa personne a été multipliée, mais c'est aussi le fait de sa compétence en tant que joueur, donc en tant que leader et musicien. Alors, Didier donc renvoie à sa qualité d'habileté avec le ballon, à sa facilité de faire des tricks, à sa capacité également de transpercer les lignes adverses et d'être quasiment intouchable par les défenseurs. On l'a aussi appelé, c'est le surnom le plus populaire, je crois, on l'a parlé, on l'a appelé l'homme d'Asmara. Ce surnom relève de ce qu'on appelle la métonymie métaleptique. L'origine, c'est la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations de 1968, et c'est un journaliste qui lui accorde, qui lui attribue ce surnom. Ce surnom fait de lui l'individu qu'on retient, parce que l'homme, il faut dire que le substantif forme ici les caractéristiques de caractérisation à partir d'un article définit l'homme d'Asmara. C'est-à-dire définir et résume à sa seule personne toute une conviction, la conviction qui s'est déroulée en individu. Et c'est donc un individu qu'on met en avant, c'est donc un seul individu, c'est-à-dire la partie pour lui. C'est là le sens en fait de la vie. Laurent Coucou devient à lui seul la conviction, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée. Il devient à lui seul le seul individu qu'on va retenir de ce lieu qui est Asmara où nous la compétition séjour. On appelle ensuite Ballon Faché. Ballon Faché, c'est un surnom populaire qui est ici en Côte d'Ivoire, qui signifie simplement le propriétaire du ballon ou bien le parage du ballon. Le procédé ici qui est mis en exergue, c'est ce qu'on appelle la personnification emblématique. Si lui, en tant qu'être humain, est désigné comme étant le père du ballon, ça veut dire que le ballon sort de sa catégorie historique pour devenir un être humain. C'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas que lui, devient un ballon. C'est-à-dire que le ballon devient un être humain. Donc si le joueur, l'être humain, a pu engendrer un autre être humain, et que cet être humain, c'est le ballon, on va dire que le ballon a changé de catégorie historique, et donc est devenu, par personnification, un être humain, qui aura trouvé en lui un géniteur. Cela signifie donc qu'on pourrait considérer, vu son génie, que l'on est le créateur du football. D'ailleurs, le créateur, c'est un autre surnom. Quand on a l'intelligence nécessaire de créer des trucs du ballon, on se fait appeler créateur pour celui qui un jour au ballon était enfant, et devenu leader des appelés les créateurs. Ensuite, il y a un surnom très intéressant mais qui est peu connu, c'est le surnom de Bill Bock. Bill Bock est construit de deux manières. D'abord, il y a ce qu'on appelle la métaphore mythologique. Mythologique parce que le surnom Bill, lui, vient d'un individu qui a existé mais qui a lui été histoire de mythe. Donc, il y a comme une démultiplication du mythe. Ensuite, Bock, il relève donc de la Bock. C'est un jeu de mots, mais c'est pas ma faute. Le procédé s'appelle la Bock. Donc, Bock relève de la Bock, c'est-à-dire de la fin, la chute de la fin de mot. Comme on pourrait le dire de